La fièvre d'Ebola continue de sévir dans quelques pays de la sous-région ouest africaine, mais pas question qu'elle franchisse les portes de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement est déterminé à réussir le pari. 200 kg de viande de brousse ont été saisis et incinérés à Yamoussoukro. L'actualité, c'est aussi la réaction du Burundi. Mais avant, la maladie de Parkinson touche plus de 6 millions de personnes à travers le monde. Dans ce journal, nous parlerons longuement de cette maladie qui affecte le contrôle des mouvements. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'actualité, c'est aussi la réaction du Burundi après la publication de rapports alarmants de l'Organisation des Nations Unies le concernant. Nous en parlerons longuement dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Commençons ce journal par cette mesure du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. La population est invitée à ne pas consommer la viande de brousse, à ne même pas la manipuler. Des précautions pour éviter l'entrée du virus d'Ebola en Côte d'Ivoire. Et pour l'application de cette mesure, la direction régionale des eaux et forêts de Yamoussoukro ne reste pas les bras croisés. Elle vient de saisir environ 200 kg de viande de brousse boucanée qu'elle a par la suite incinérée en présence des autorités locales. Le commentaire de nos confrères de RTI Boaké. À Yamoussoukro, ce sont plusieurs animaux, dont des rats, des agoutis, des biches, des gazelles, des antilopes, des serpents et des hérissons, interdits de chasse, de vente, de consommation et de manipulation par le gouvernement ivoirien dans le cadre des mesures de prévention contre la fièvre Ebola qui ont été saisies par les hommes du lieutenant-colonel Ake Abroba Jérôme, directeur régional des eaux et forêts, lors d'une mission conjointe menée avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, depuis la capitale politique ivoirienne jusqu'à la région du Moronou voisine. Le préfet de la région du Bélier, André Eponon Assoumou, a souligné que c'est par respect des principes de précaution que ordre a été donné pour mener des actions tangibles dans les restaurants et maquis et au niveau des chasseurs. Il a félicité par ailleurs le directeur régional des eaux et forêts, Ake Abroba, et ses hommes pour leur engagement à faire en sorte qu'au niveau de la prévention, la chasse et la consommation du gibier soient interdites. En Guinée, la fièvre hémorragique due au virus Ebola continue de sévir. Un nouveau bilan fait état de plus de 100 morts depuis janvier. Au Libéria, 21 cas ont été détectés. Au Libéria, dont 10 mortels et 9 cas suspects décelés au Mali. Je vous rappelle qu'il n'existe aucun vaccin ni traitement spécifique contre cette maladie. 6,5 millions de personnes dans le monde sont atteintes de la maladie de Parkinson. Cette maladie neurologique chronique qui est due à un manque de dopamine au niveau cérébral. Elle affecte surtout le contrôle des mouvements, mais s'accompagne aussi de troubles non moteurs tout aussi handicapants. Konaté Moussa et Christelle Menant nous en disent plus. La maladie de Parkinson. On estime à 6,3 millions le nombre de personnes affectées. Le célèbre boxeur Mohamed Ali est une victime. C'est la deuxième maladie, après les maladies cardiovasculaires qui touchent les personnes de plus de 50 ans. La maladie s'attaque au système nerveux central. Les neurones sont détruits lentement et progressivement, ce qui entraîne des pertes de mémoire et des troubles psychologiques. Le malade souffre de tremblements, ses muscles sont parfois rigides. On ne connaît pas les causes de cette maladie décrite en 1817 par James Parkinson. Et il n'existe toujours pas de traitement. Pire, aucun moyen scientifique ne permet aujourd'hui de prévenir la maladie de Parkinson. Des scientifiques évoquent des facteurs favorisants tels que le tabac, le thé ou le café. Ils préconisent une alimentation saine et la pratique d'une activité sportive. Le 12 avril de chaque année permet de sensibiliser sur cette maladie dont la prévalence est certaine, mais mal connue en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. La maladie de Parkinson nous touche également. Le professeur Berthe Assis du service de neurologie au CHU de Cocody nous le confirme. Et c'est au micro de Eve Boué. La maladie de Parkinson est liée à la destruction d'une partie de la base du cerveau. Elle se manifeste principalement par 3 signes. La maladie de Parkinson, on peut dire que c'est une maladie qui est en rapport avec un vieillissement prématuré de certaines structures qui sont dans le cerveau. Et ces structures contrôlent le mouvement automatique. On a essentiellement 3 principaux signes.
On a le tremblement, ce que tout le monde connaît, la raréfaction des mouvements automatiques. Ça porte un nom, une akinésie. Et le troisième signe, c'est la raideur, qui fait que la personne aura les bras pliés. À ce jour, des traitements existent et permettent d'améliorer la vie des malades, mais la guérison n'est pas encore totale. Le traitement, en fait, avec le développement, il y a ces substances qui sont fabriquées. Comme elles sont devenues rares, on essaie de suppléer. Ça, c'est le traitement symptomatique. On va donner des substances qui vont essayer de combler le déficit. On est obligé de continuer ce traitement, puisqu'on ne peut pas remplacer les cellules. En Côte d'Ivoire, Excusez-nous pour ces problèmes techniques. Le reportage de F. Boué était commenté pour vous par Doigt des Lasers. 1588 milliards de francs CFA de recettes. Voilà l'objectif que s'est fixé la Direction générale des impôts cette année. Et ça promet la moisson pour ce premier trimestre de l'année augure de bons résultats. 300 milliards de francs CFA de recettes sont réalisés contre 275 attendus. Pour le directeur général des impôts, les efforts doivent se poursuivre. Il s'est exprimé au micro de Francis Boifo. Sur un objectif de 275 milliards qu'on nous demandait, à la fin du mois de mars, nous avons réalisé 300 milliards. Nous avons, on peut le dire, un écart positif de 25 milliards. Bonne nouvelle certes, mais beaucoup reste à faire pour les 3 mois à venir, dira le directeur général des impôts, Pascal Abina. C'est 466 milliards qu'il faut faire au deuxième trimestre. C'est les instructions que j'ai données à tous les services. Il n'est pas question de connaître des moins-values au risque de mettre en péril le fonctionnement régulier des institutions de l'État. Cette année, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser plus de 1588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Budget qui s'élève à 4248 milliards de nos francs. Le pays attend beaucoup de la Direction générale des impôts. Donc, ce que j'invite nos collègues des impôts à faire, c'est de redoubler d'efforts en matière de collecte des impôts. Le séminaire bilan organisé à la suite des 3 mois d'exercice par la Direction générale des impôts est une occasion pour les responsables d'agences de relever les difficultés rencontrées et de mettre en place de nouveaux mécanismes. Objectif, réaliser un effort supplémentaire de recettes de 25 milliards de francs CFA sur les 466 milliards de nos francs attendus au deuxième trimestre à la demande du Fonds monétaire international FMI. Hier, vendredi 11 avril, cela faisait exactement 3 ans que prenait fin la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et pour commémorer cette date désormais inscrite dans les annales, les victimes de cette crise regroupées au sein du collectif des victimes en Côte d'Ivoire se sont rassemblées à Yopougon pour demander l'assistance de l'État. 11 avril. Une date désormais historique pour la Côte d'Ivoire. Ce 11 avril 2014 marque la commémoration de la chute de l'Ancien Régime et la fin de la crise post-électorale. C'est ce vendredi qu'a choisi le CVCI, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, devant autorités religieuses et chefs traditionnels pour crier ces difficultés à l'État de Côte d'Ivoire. Nous, les victimes, nous avons été éprouvés. Que parmi les victimes blessées, nous avons déjà enregistré 5 décès. Il y a 3 victimes qui ont assisté à la commission des crimes, ils n'ont pas pu supporter. Mentalement, ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, ils ont perdu la mémoire. En attendant la réaction de l'État, les victimes de la crise post-électorale bénéficient du soutien de la Division des droits de l'homme pour les Nations Unies. Nous ne ménagerons pas d'efforts, en tout cas jusqu'à présent, l'ONUCI dans ses différentes composantes en ce qui la concerne, à chaque fois que c'est possible, apporte conseil, appui aux différentes initiatives nationales. 11 avril 2011, 11 avril 2014, 3 ans déjà. Mais pour les victimes, cette période sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire est une plaie fraîche et profonde. Moi-même, j'ai perdu 2 enfants. Le 29, nous tous on a couru et ils s'en vont dormir Saint-Laurent. Saint-Laurent, ils viennent ici dans la journée. Alors ils sont venus les tuer dans la maison.
Des souvenirs certes douloureux, une page lourde et pleine de traumatismes, mais que les victimes entendent bien tourner. Pour l'heure, elles ne souhaitent qu'être restaurées dans leurs droits pour une Côte d'Ivoire sincèrement réconciliée. Le MONASCO, le mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP à l'élection de 2015, continue de mener des actions pour atteindre ses objectifs. Le bureau vient d'être officiellement présenté à Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale et par ailleurs président d'honneur du MONASCO. Le reportage de Léon Bro. Voici le bureau du MONASCO, mouvement national de soutien à la candidature unique au RHDP, rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une soixantaine de membres, essentiellement des élus, des directeurs de société, des cadres de l'administration, des opérateurs économiques, des acteurs de la société civile. Avec à leur tête Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé, il s'engage à promouvoir l'unité au sein du RHDP pour la candidature unique du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. À la clé, les initiatives du chef de l'État en faveur du développement. Le MONASCO n'est pas un parti politique et ne sera pas un parti politique. C'est un mouvement de personnes convaincues et adapte des idées de son Excellence le Président de la République. Le MONASCO va s'implanter dans toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire, dans les communes du district d'Abidjan, dans le district de Yamoussoukro, en Europe et aux États-Unis. Pour Guillaume Soro, le premier des Ivoiriens à lancer la candidature unique au RHDP, son appel a trouvé écho favorable auprès du MONASCO. Il accepte donc d'en être le président d'honneur pour aider à vanter au mieux les mérites du chef de l'État. Qu'une institution forte doit être incarnée au plus haut niveau par un homme d'une certaine carrure, un homme d'une carrure forte. Et le président Ouattara est bien à ce rendez-vous. Le président Alassane Ouattara est le maître des chiffres de la croissance dans notre pays. Il est le garant des lettres de créance qui assurent l'audience de notre pays dans le monde entier. Nous devons lui faire confiance comme il nous l'a dit aux premières heures en ces termes rassurants. Faites-moi confiance. Milite également au MONASCO, mais cette fois en qualité de membre d'honneur, la quasi-totalité des membres du gouvernement. 4 d'entre eux ont honoré de leur présence la sortie officielle du mouvement. Rendons-nous maintenant au Kangalieni, au plateau, où s'est déroulée la traditionnelle réunion de commandement, mais aussi la remise des pièces de musée des armées par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire au général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, des pièces qui serviront à la reconstruction, à la reconstitution des archives de l'armée ivoirienne. Reportage. Vendredi 11 avril, Abidjan, Plateau, état-major des armées. Traditionnelle réunion de commandement en présence de toute la hiérarchie militaire. Ordre du jour, asseoir les directives liées à l'exercice de la mission régalienne de l'armée, notamment la sécurisation de l'ensemble du territoire. Plus tard dans la journée, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko ouvre les portes de son cabinet à une délégation française conduite par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Georges Auxerre est venu remettre au général fanions, livres, affiches, expositions itinérantes et films, des pièces de musée qui devraient aider à la remise sur pied du musée des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Un devoir de mémoire envers les nouvelles générations. Le gros des archives est en route en attendant la réhabilitation du musée ivoirien des armées dont l'inauguration se fera au plus tard le 8 mai 2015. Il devrait prendre en compte le costume, l'armurerie et les documents analogiques et numérisés. L'opération de recensement de la population et de l'habitat se poursuit et la région de la Bagoué dans le nord de la Côte d'Ivoire a été encouragée à y prendre part massivement. L'œuvre est de Bruno Koné, le ministre des Postes et d'Éthique. Reportage d'Ouad El Lazer, notre envoyé spécial sur place. Le recensement général de la population et de l'habitat, édition 2014 en Côte d'Ivoire, est une nécessité pour tous les Ivoiriens. Les populations de la Bagoué, région située dans le nord de la Côte d'Ivoire, en font déjà une priorité. Le ministre de la Poste,
des technologies de l'information et de la communication, Bruno Koné Nabagné, fils de la région de la Bagoué, a au cours de cette rencontre exhorté les cadres et élus locaux à s'impliquer dans la sensibilisation pour la réussite de l'opération dans leur localité. Donc il est bon, à travers ce recensement-là, qu'on sache combien de populations il y a, comment ces populations-là se répartissent, et cela va permettre de mieux déterminer ce qui manque en termes d'infrastructures, en termes d'écoles, en termes de maternité, d'hôpital, de routes, d'adduction d'eau potable. À l'endroit des cadres et de l'ensemble des populations, c'est de se faire recenser. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Ba, a saisi également cette occasion pour expliquer les avantages socio-économiques de cette opération qui se déroule chaque 10 ans en vue de connaître le nombre de la population ivoirienne pour la planification efficace des actions de développement. Après 2 heures d'échange, les populations se réjouissent de l'initiative. Il y avait un manque de place dans la salle. La population de la Bagoué avait soif d'information. Et bien sûr, comme on l'a dit, c'est vraiment des éléments d'appréciation, de développement. Les 3 recensements qui sont déjà passés de mon vivant, je me suis fait recenser avec toute ma famille et il n'y a aucun doute, nous allons tous nous faire recenser et nous allons faire une sensibilisation au niveau des populations de nos villages. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat a démarré le 17 mars dernier. Plus de 30 000 agents recenseurs ont investi toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour le recensement des Ivoiriens. L'actualité hors de chez nous à présent. En Guinée-Bissau, c'est demain dimanche que se déroule le premier tour des élections présidentielles et législatives. Ils sont 13 candidats en lice pour la présidentielle et 15 formations politiques pour les législatives. Michel Digré et Idriss Cissé sont nos envoyés spéciaux en Guinée-Bissau. Avec eux, revenons sur la campagne électorale. 21 jours de campagne pour séduire et convaincre les Bissau-Guinéens, mais ce dimanche, ils ne seront qu'environ 800 000 électeurs sur une population de 1 600 000 habitants qui décideront du sort des candidats aux élections présidentielles et législatives. Des candidats qui, de jour comme de nuit, ont livré aux populations leurs ambitions pour le pays. La priorité des priorités pour nous, c'est l'éducation. On pense que même quand on parle de la manque de dialogue interne, ça, c'est plutôt à partir du déficit qu'on a d'éducation et de formation des gens. Alors, on croit qu'il y a plus de 60% de la population bissau-guinéenne qui a entre 15 et 25 ans. Alors, c'est une population jeune. Il faut qu'on parle de l'éducation, de la formation pour l'emploi. Après les meetings, les débats se sont déportés dans les agoras pour des face-à-face. Avec le constat qu'on a fait, essayer de résoudre le problème de pauvreté extrême de la Guinée-Bissau, qui est une des causes des crises récurrentes du pays. Et troisième axe serait orienté dans le sens de créer un cadre de sécurité, de stabilité et de paix pour qu'on puisse vraiment édifier sur ce cadre une Guinée-Bissau nouvelle, là où les gens oseront venir faire les investissements, une Guinée-Bissau qui pourra construire sa croissance économique. La première action sera restaurer l'autorité d'État dans la triple dimension. Ordre doit se faire maintenir dans le pays, rigueur dans la gestion des choses publiques et aussi organisation d'appareils d'État qui devra être un de notre but principal. Si pour le fauteuil présidentiel, il n'y aura qu'un seul candidat heureux sur les 13, en revanche pour les législatives, 100 sièges sont à pourvoir au Parlement dans ce régime semi-présidentiel. Au Mali, on connaît depuis hier la composition du nouveau gouvernement qui intervient une semaine après la nomination de Moussa Mara au poste de Premier ministre. C'est une équipe resserrée dont l'une des principales tâches sera la poursuite de la réconciliation nationale. La nouvelle équipe gouvernementale est formée de 31 ministres contre 35 dans la précédente. Et puis, on se souvient que le 2 novembre 2013, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, 2 journalistes de Radio France Internationale, avaient été enlevés à Kidal au Mali avant que leur corps ne soit retrouvé 2 heures plus tard. Plus de 5 mois après leur mort, le parquet de Paris a lancé hier vendredi une information judiciaire contre X sur leur assassinat. Jusqu'ici, seule une enquête préliminaire était ouverte sur ce double crime.
Le pouvoir burundais fait face à la tempête après la fuite d'un document des Nations Unies qu'il accuse d'avoir distribué en janvier dans le sud du pays des armes aux membres du mouvement de jeunes du parti au pouvoir. Je vous propose la réaction du pays après la publication de ce rapport alarmant. Ce sont des images qui inquiètent la communauté internationale. Des images qui circulent sur Internet sur un défilé lors de la journée nationale du combattant. Défilé de jeunes proches du parti au pouvoir. Le CNDD-FDD, parti Hutu majoritaire, serait en train d'armer sa branche jeunesse contre les Tutsis. C'est ce qu'évoquerait une note interne de l'ONU divulguée par des médias burundais. Tout est faux, rétorquent 3 ministres dépêchés en urgence pour gérer la crise. Aussi longtemps qu'une brèche de lumière qui puisse nous indiquer qu'il y a d'indices sérieux de culpabilité qui prouvent les allégations relatées dans le document, et je crois qu'à ce moment, la justice burundaise ferait son travail. Au cas contraire, nous considérons toujours que ce document constitue une rumeur. Une rumeur qui ne justifie donc aucune enquête. Les alertes se multiplient pourtant. Samantha Power était mardi à Bujumbura. L'ambassadrice américaine à l'ONU a appelé le président Nkurunziza à respecter les droits de l'homme. Le Conseil de sécurité de l'ONU a lui-même dénoncé les actes de violence commis par des mouvements de jeunesse. L'opposition confirme que ces jeunes reçoivent des armes. Ici et là, nous apprenons que ces distributions sont en train de se faire. Il y a des entraînements nocturnes qui se font. Les miliciens, Imbonerakure, rançonnent, violent, tuent. Ils vont même jusqu'à tuer des militaires, des policiers. Autant de signes qui font craindre un nouveau conflit politico-ethnique aux représentants de la société civile. Si cela est vrai, s'ils sont en train d'armer les Imbonerakure, je vous dis, on est sur une pente très dangereuse, aussi dangereuse pour le pays que pour ceux qui sont en train d'organiser cela et pour les autorités du Burundi. Il faut qu'on arrête vite cette descente aux enfers. La communauté internationale craint un drame semblable à celui du Rwanda il y a 20 ans. Un contexte explosif où, loin d'apaiser le débat, le président Nkurunziza vise un 3e mandat malgré une constitution qui le lui interdit. En Ukraine, la visite à Donetsk, dans l'est du pays, du Premier ministre par intérim hier, n'a pas permis de calmer le jeu avec les insurgés qui réclament le rattachement de leur territoire à la Russie. Pire, le siège de la police a été pris d'assaut dans cette ville, ainsi qu'un commissariat et le siège local des services de la sécurité d'État dans une autre ville de l'Est, Slaviansk. Le bras de fer se poursuit donc dans l'Est russophone. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la journée internationale de la liberté de la presse qui aura lieu le 3 mai prochain. Mais l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, prépare déjà l'événement. La présidente par intérim de l'Union, Abiba Dambélé, vient de lancer les activités préparatoires. Herman Niamien y était pour RTI 1, son compte rendu. Les manifestations marquant les festivités commémoratives de la Journée internationale de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire vont s'étaler sur 4 journées, du mercredi 30 avril au samedi 3 mai. Ces journées, selon le président du comité d'organisation, seront meublées par plusieurs activités, notamment une conférence inaugurale sur le thème « Liberté de presse et développement en Côte d'Ivoire, quel enjeu pour la Côte d'Ivoire en période préélectorale ». En plus de cette conférence inaugurale, il y aura également des conférences débats, des tables rondes et des panels. Le clou de ces manifestations sera la procession qui va partir de Fraternité Matin jusqu'à la Maison de la Presse. Tout ceci couronné par la remise des prix du concours des caricaturistes qui est la grande innovation cette année. Le thème est la sécurité des journalistes. Donc le lauréat de ce concours-là retrouvera donc son prix ici même à la Maison de la Presse et ce prix apporte le nom de Désiré Oué, qui est notre confrère qui a été tué l'année dernière par des bandits. L'objectif de cette journée est, entre autres, d'attirer l'attention des gouvernants sur l'importance de la liberté de la presse, parce que le respect de la liberté de la presse demeure un indicateur de bonne gouvernance et un facteur important de promotion du développement d'un pays. Or, la Côte d'Ivoire, qui occupait le 96e rang en 2013, est un rang déjà pas honorable à dégringoler à la 101e place en 2014 sur 180 pays,
Au dernier classement des Reporters sans frontières, il s'agit donc, à travers ces manifestations, d'impliquer davantage les journalistes dans la sensibilisation des gouvernants sur l'importance du respect de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire, qui se veut un pays émergent à l'horizon 2020. Restons avec Herman Niamien pour parler de nouveaux talents, le concours de détection de scénaristes. Notre reporter nous dit que le concours initié par la RTI vient de livrer ses résultats. Sur 163 en compétition, seulement 2 scénarios ont été choisis. Ce sont Vengeance ou Conscience et Radio Top. Les 2 lauréats vont bénéficier d'un encadrement de la RTI pour la production de ces films. Retenu Mademoiselle Dambélé Binta. Monsieur Esso Honoré. Ils sont les grands vainqueurs du concours Nouveau Talent, un concours initié par la RTI pour détecter des jeunes scénaristes. L'originalité de leurs scénarios et la qualité de la technique de leurs écritures ont convaincu le jury sur les 163 scénarios réceptionnés. L'histoire sort de l'ordinaire. Nous ne sommes pas dans les habitudes ici de l'amour. Paul aime Pierre, Pierrette ou Pierrette aime ceci. Non. Nous sommes sortis complètement de là. Je dirais que c'est un scénario inédit. En fait, pour faire une bonne série, qu'est-ce qu'il faut? C'est une idée. Il faut des personnages charismatiques. Et là, on les a tous. Binta Dambélé, étudiante en droit, Honoré Esso, animateur radio. 2 corps de métier tout aussi différents. Mais les 2 nourrissent le même rêve, devenir de grands réalisateurs. C'est le premier scénario que j'ai écrit. J'ai toujours aimé écrire, par contre. Depuis toute petite, en fait, j'ai toujours aimé écrire, raconter des histoires. Et bon, j'aimerais qu'il aille loin. J'aimerais vraiment qu'il aille loin. J'ai écrit ce scénario en 2009. J'ai peur des séries parce que ça demande beaucoup de travail. Mon rêve, c'est de faire partie de cette grande famille de réalisateurs télé, cinéma qu'il y a en Côte d'Ivoire. L'initiative du concours Nouveau Talent répond à une politique de la RTI de fournir des programmes alléchants aux téléspectateurs. La RTI, dans sa nouvelle vision, envisage de produire des films made in Côte d'Ivoire et ce concours est une opportunité pour atteindre les objectifs. Pour le moment, nous sommes focalisés sur les séries nationales. Il fallait trouver des jeunes scénaristes, des jeunes capables de faire parler leur veine créatrice. Et je pense que c'est ce que nous avons réussi. La RTI va accompagner les lauréats dans la production de leurs œuvres. Pour une fois, ils ont écrit des scénarios qui sont bancables, qui sont bons. Et nous allons les accompagner jusqu'à la production. Ça va commencer par la formation. 8 autres scénarios ont également été retenus. Les auteurs vont bénéficier d'une formation afin de leur donner les rudiments nécessaires pour la réalisation d'un film. Elle a 40 ans de carrière, 40 ans au service de la culture. Son nom, Marie-Rose Guiraud, danseuse, chorégraphe et professeure d'anthropologie de la danse. Elle est la pionnière de la chorégraphie ivoirienne, du spectacle, de la scène féminine, promotrice, conservatrice de l'art traditionnel. Son parcours, son bilan avec Franck Quadio. La native de Ouyabli, 10 septembre 1944 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a encore les jambes agiles. L'histoire de Rose-Marie Guiraud avec l'art date des années 70. Formée à l'école de comédie musicale et danse américaine moderne de Paris de 1971 à 1973, elle fonde les Guirivoires et contribue à l'écriture des belles pages du ballet national dès 1974. 40 ans à porter et promouvoir l'art de la scène, surtout celui de sa région l'Ouest ivoirien. Un parcours aux multiples péripéties. La plus importante, son départ aux États-Unis le 4 avril 1988 pour raison de maladie. Un départ qui n'altère en rien l'ardeur des troupes, ses élèves de l'EDEC, école de danse et d'échanges culturels fondée en 1981, maintiennent le flambeau allumé et cela a raison. Ils sont plusieurs à avoir été sortis de la rue. Je suis arrivé à l'EDEC le 24 décembre 1995. Cette dame-là, elle m'a accueilli à bras ouverts. Et jusqu'à aujourd'hui, je me débrouille un peu dans la flûte pastorale, plus un peu la percussion. Marie-Rose Guiraud, femme de cœur, mais aussi dame des arts de la scène. Une présence qui marque les esprits. Marie-Rose Guiraud,
dépasse aujourd'hui les frontières de la Côte d'Ivoire. Comme vous voyez ces enfants qui émergent à travers le monde. Aujourd'hui, vous avez l'exemple de Georges Momboy. Elle est une immense passerelle que l'ensemble de notre jeunesse doit pouvoir imiter afin de pouvoir atteindre également les hauteurs. 40 ans au service de l'art et comme une nouvelle naissance des projets toujours plein la tête. Rosemarie Guiraud ambitionne créer un festival dans la région de Kouili, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.